à tous. Alors, je vais vous parler du projet ROSI rapidement, qui est coordonné par le Gérondif. Et ce projet ROSI a été, on l'a initié car on s'intéresse à Broca à tout ce qui est technologie, en particulier robotique, depuis une dizaine d'années maintenant. Et ayant acquis un petit peu d'expérience, et les différents établissements en France, EHPAD ou établissements publics, plus des soins de longue durée, par exemple, services de gériatrie, nous ont interrogés sur la façon dont on pouvait utiliser ces robots et souhaitaient avoir quelques indications, quelques guides, quelques recommandations dans le domaine. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a travaillé sur ces robots dans le cadre de ce projet ROSI, avec pour partenaire donc le Gérondif, qui est le coordonnateur, notre laboratoire L'Usage, la chaire Ospinomics, qui travaille dans l'économie, le CHU de Lille, sur les aspects médico-économiques qui sont très importants, bien sûr, parce que ces robots, l'idée c'est d'introduire ces robots dans le soin, mais quel est le rapport coût-bénéfice? Ça, c'est important dans la mesure où ces outils sont quand même très coûteux encore actuellement. Et puis Yves Gély, l'artiste plasticien, dont vous avez vu le film. Alors, très rapidement, un robot social, qu'est-ce que c'est? C'est des entités mécaniques avec de l'intelligence artificielle. Hein. Le point important, c'est vraiment la présence physique. Hein. C'est vraiment la corporéité, le fait qu'on puisse toucher, qui va plaire, qui va favoriser l'engagement de la personne dans l'activité. Et il y a différentes présentations. Hein. Ils peuvent être animaux ou humanoïdes, ils peuvent avoir différentes présentations. Le point essentiel, c'est la capacité d'interaction sociale par la parole, l'expression gestuelle, faciale. Et un autre point très important, ça va être la dimension émotionnelle qui va favoriser le fait que la personne va vouloir participer, interagir avec ce robot et par là même pouvoir faire des activités, de la rééducation, des animations auxquelles il pouvait être réticent sans ce robot. L'idée, donc, c'est un facilitateur, un médiateur qui a pour but de favoriser donc éventuellement la thérapie ou les activités d'animation. La structure du projet, trois parties. Un état de l'art international. L'idée était de voir ce qui avait été dit dans la littérature. Il y a effectivement beaucoup de travaux dans le domaine. Un recueil d'expériences au niveau national, français, par des questionnaires et par des enquêtes sur le terrain. Et puis ensuite, la partie où nous sommes maintenant, qui est la partie de la rédaction des guides. L'état de l'art international, on a regardé tous les articles qui étaient très pratiques hein, dans les établissements, comment les professionnels utilisaient ces robots. Donc, avec une revue avec un diagramme de flux. Vous voyez, on a commencé avec 13 000 articles et on a fini avec 78 qui étaient vraiment qui permettaient de décrire véritablement ce qui était fait dans la réalité. Une distribution géographique avec en Amérique du Nord un tiers, en Europe un tiers, et beaucoup de travaux en Asie et Océanie, en particulier en Australie et en Nouvelle-Zélande. Alors, les robots utilisés, vous voyez une grande diversité de robots, surtout le robot Paro. C'est vrai que le constructeur qui est japonais a fait beaucoup de publicité, a su véritablement introduire son robot. C'est vrai que beaucoup de publications ont été faites sur le domaine et on le verra, il apporte des bénéfices tout à fait manifestes. Dans la littérature, on voit un impact positif sur différents aspects, les interactions sociales, hein, à la fois bien sûr avec le robot, mais ce n'est pas très intéressant, mais avec les professionnels et surtout les personnes entre elles, favorisant ainsi la communication et pour certains la reprise du langage, du discours, diminuant le sentiment de solitude, un rôle sur l'agitation, diminuant l'agitation et l'anxiété, permettant de diminuer les médications, en particulier les antalgiques et les psychotropes, et puis favorisant l'adhésion à une thérapie comme un outil de médiation ou de coaching.
là, le point important étant sans doute que l'interaction, quand la personne interagit avec le robot, elle n'a pas cette impression de jugement qu'elle peut avoir quand elle interagit avec un humain. Ceci est un aspect important qui explique que les personnes soient très favorables à ce type d'outil. Alors, dans la littérature, un impact positif des expérimentations par rapport aux objectifs prédéfinis par les équipes. Donc, vous voyez des impacts positifs ou très positifs, bon, avec toujours le biais, que ce sont toujours les publications qui rapportent des effets positifs qui sont publiées, tandis que celles qui ont des effets négatifs ont beaucoup plus de difficultés à être publiées. Deuxième point, retour d'expérience en France. Donc, un questionnaire très large sur les effets positifs et négatifs, avec 40 questions, 20 minutes pour les remplir. Nous avons pu avoir des réponses, vous voyez, dispersées sur l'ensemble de la France, sur 59 établissements. Puis, les professionnels, nous avons rappelé les établissements pour avoir des informations complémentaires, 31 départements. Vous voyez, 7 sur 10 en EHPAD, et puis public, non lucratif ou privé commercial. Et les expérimentations sont relativement récentes, depuis 2017. Un impact, enfin les premières en 2007, mais la plupart des établissements beaucoup plus récemment. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, quand on fait un tour d'horizon de ce qui a été dit par les professionnels en France, finalement, l'impact positif est très proche de ce qui est raconté dans la littérature. Donc, il y a une grande cohérence entre l'expérience française et l'expérience dans la littérature en général. Alors, de manière générale, très positif, comme je le disais précédemment, positif ou très positif, mais quand même, 30 établissements déclarent avoir rencontré des réticences à 3 niveaux. Les résidents, avec en particulier, toujours pour certains résidents, certains patients, la difficulté, le refus, que ce soit un jouet, avec l'impression finalement d'une certaine atteinte à la dignité. Par ailleurs, certains pouvaient être gênés par les yeux. Vous voyez, Parot, il a de grands yeux qui peuvent inquiéter certaines personnes. Et puis, ce sont, en particulier pour Parot, qui est un phoque, ça rappelle quand même un animal. Et certaines personnes peuvent avoir détesté interagir avec des animaux dans le passé et donc pas souhaiter continuer avec ce type d'outils. Les professionnels, eux, sont toujours très inquiets de l'infantilisation, comme c'est pareil avec d'autres types d'outils. Par exemple, certaines EHPAD utilisent des grandes poupées qui ont aussi un effet bénéfique tout à fait manifeste, mais qui posent toujours le problème de qu'en est-il de l'infantilisation, qu'en est-il aussi du prix possible par ces outils. D'autre part, les professionnels s'inquiétaient des aspects contraintes d'entretien. Ça, c'est tout à fait réel, en particulier avec le Parot. Il faut toujours le nettoyer après. Certains ne trouvaient pas d'utilité. Est-ce qu'il y a vraiment un impact réel? Parfois, l'implantation dans les EHPAD peut être vécue comme quelque chose qui est imposé par la hiérarchie. Et finalement, il y a une certaine réticence. Peur, bien sûr, que le robot remplace le soignant. Parfois pour certaines équipes, comment on intègre le robot dans les organisations de soins peut poser problème. Et puis, il y a toujours cette nécessité de la formation. Les proches sont aussi inquiets parfois par l'infantilisation. Certains proches aussi sont opposés aux technologies. Et puis, certains peuvent avoir peur des conséquences. Alors, la deuxième partie, ça a été des entretiens sur place dans les établissements. Des entretiens semi-directifs avec un guide d'entretien, un cadre individuel ou collectif avec quelques professionnels, une captation audio, une retranscription intégrale et puis un classement thématique des données ethnographiques. Alors, l'enquête a été faite dans 14 établissements, 34 professionnels ont été interrogés, 22 entretiens entre 35 minutes et 2 heures. C'est surtout le Parot qui a été utilisé dans ces établissements. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a vraiment des manières très différentes de percevoir le robot. Pour certains, c'est un animal, en fait.
Pour d'autres, c'est une peluche. Pour d'autres, c'est un compagnon. Donc on voit là qu'on a des représentations très différentes en fonction des professionnels, mais aussi des patients, des résidents, selon le parcours biographique, selon l'histoire de la personne. Et finalement, ça va être le robot va être intégré parfois dans l'institution par une sorte d'interaction progressive. Pour certains établissements, par exemple, ça va être la peluche, pour d'autres, ça va être le robot, pour d'autres, ça va être le petit animal. Donc, il y a là une sorte de co-construction entre les résidents et puis les professionnels qui sont en charge de l'animation ou des thérapies. Les enjeux éthiques sont toujours une source d'interrogation. Hein. Comment présenter le robot ? Est-ce qu'il faut le présenter comme le robot ? Mais parfois, les personnes préfèrent plus dire que c'est une peluche, d'autres préfèrent dire que c'est un animal. Donc, on s'aperçoit qu'il ne faut sans doute pas donner un cadre rigide. Beaucoup de professionnels permettent aux patients, enfin, aux résidents, de s'exprimer et finalement continuent de la manière dont la personne a perçu le robot. L'infantilisation reste un point, sans doute à discuter régulièrement dans l'établissement. Et puis, comment envisager l'insertion du robot dans la relation de soins reste un point important. Alors, l'aspect essentiel semble la formation. L'aspect essentiel semble la formation. Ces formations sur le terrain, quand on voit sur l'ensemble de la France, il y a eu une formation par le constructeur avec des considérations techniques et sanitaires. Et puis, il y a ensuite eu une appropriation progressive du robot après formation par un certain nombre de professionnels, plus facile avec des professionnels comme les psychomotriciens, les psychologues et les animateurs, que les infirmières et les aides-soignantes. Pourquoi ? Parce qu'elles ont moins de temps, hein, tout simplement. Et puis, il y a l'aspect turnover important du personnel qui va être possiblement un frein à la pérennisation des pratiques. Et puis, l'aspect essentiel, c'est les promoteurs du robot au sein des établissements. C'est eux qui, finalement, vont maintenir la connaissance sur le robot au long terme. Ils ont un rôle clé dans la diffusion des pratiques. Ils travaillent sur les représentations qui sont importantes, parce qu'il y a en permanence, en fait, des questions dont on a parlé. Hein. Et puis, il y a les enjeux de hiérarchie, parce qu'à la fois, on comprend, les directeurs souhaitent que ce soit mis en place, ils l'ont payé. Et puis, les professionnels peuvent vivre de façon un peu difficile, un peu autoritaire, cette injonction. Alors, il y a des enjeux organisationnels importants. On s'aperçoit qu'il n'y a pas de changement organisationnel majeur lié à l'introduction de ces robots, mais néanmoins que ça suscite de nouvelles pratiques. Ça permet des réflexions, de nouvelles façons d'envisager son travail. Ces robots s'intègrent bien dans les interventions, que ce soit des interventions d'animation ou des interventions thérapeutiques qui existent déjà. Et puis, ça permet de renforcer des collaborations informelles qui existaient déjà entre professionnels, par exemple animateurs et psychologues ou animateurs psychomotriciens. Et donc, ça favorise aussi certaines interactions et collaborations entre professionnels. Alors, il y a des freins organisationnels importants. C'est l'accès au robot, tout bête. Hein. Le robot, comme il coûte cher, il est fermé à clé. Et donc, par exemple, la nuit, ce n'est pas toujours facile de l'utiliser. Et puis, il y a des temps et des rythmes sociaux entre professionnels. Et par exemple, quand on est une aide-soignante et qu'on a tous ces toilettes à faire les unes après les autres, ce n'est pas toujours facile d'avoir le temps de prendre le robot pour un patient agité. Alors, une trajectoire d'utilisation qui a été souvent revue, et qui mérite réflexion, parce que c'est sans doute là qu'on peut travailler pour voir comment améliorer, si on souhaite intégrer ces outils, hein, parmi d'autres, hein, dans les soins. Donc il y a souvent une acquisition du robot grâce à une donation, une formation, la formation constructeur. À ce moment-là, il y a tout un groupe de professionnels qui ont un engouement et qui se mettent à utiliser le robot. Et puis, donc là, il y a un grand groupe, il peut y avoir une dizaine de personnes. Et puis, une stabilisation des cas d'usage. Le personnel se renouvelle et il y a une sorte de désintérêt progressif, ou plutôt le fait que les nouveaux professionnels, n'ayant pas été formés, en quelque sorte, n'osent pas s'approprier l'utilisation du robot. Et donc, certaines équipes notent une désaffection progressive du robot du fait du manque de formation régulière.
Et puis, les professionnels demandent toujours à retravailler sur la représentation du robot, sur ce qu'il signifie, sur comment le robot s'inclut dans le soin. Et puis enfin, en général, finalement, tous les établissements, la plupart des établissements ont gardé l'utilisation du robot, mais plutôt en utilisation ponctuelle, avec des noyaux d'utilisateurs, et puis des tentatives de promotion du robot aux effets limités. C'est-à-dire que souvent, ces professionnels en noyau s'attristent du fait qu'il n'y ait pas de nouveau de formation, de réflexion régulière sur ces robots pour pouvoir entretenir cette pratique du robot dans l'établissement. Pour finir, on est en train là de rédiger les guides, je ne pourrais pas encore vous les montrer. On travaille sur comment donner quelques outils pour les différents établissements compte tenu de l'expérience de la France entière. Donc, quels sont les objectifs pour on travaille actuellement sur quels sont les objectifs pour ces robots dans les établissements, quels sont les usages, quels sont les profils de l'utilisateur les plus pertinents qui en bénéficieront le plus. La présentation du robot, comment on peut présenter le robot de différentes façons. Qu'en est-il de l'examen de l'acceptabilité? On peut toujours être inquiet de ça. La conduite pratique de l'activité, la formation des professionnels, qui est vraiment un point sans doute majeur. La co-création des usages entre professionnels et patients, ou entre professionnels, patients et familles, c'est souvent important d'inclure les familles. L'évaluation de l'impact de la médiation robotique et l'analyse de la pratique. On est en attente également, il y aura également des recommandations, enfin une aide à la pratique concernant les aspects éthiques et les aspects médico-économiques. Voilà, juste pour finir, des photos toujours d'Yves Desgélis avec le robot Paro et avec le robot Nao. Je vous remercie.